Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous trouvez la langue française truffée de pièges orthographiques et grammaticaux. Vous n'êtes pas les seuls. Alors mieux vaut apprendre à les déjouer avec le sourire. C'est ce que fait avec un formidable talent Muriel Gilbert. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu météorologique et programmes scolaires dès l'école primaire. L'actu, ce sont ces pluies exceptionnelles depuis le début du mois. On va donc réviser le cycle de l'eau. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, c'est la saison des prix littéraires. Il en est un qui nous plaît particulièrement ici, c'est le prix Clara. Brandon va vous en parler. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec les années collège. Amélie Paris, on reste dans la tonalité générale de l'émission. Elle a mis en place un temps commun de lecture dans son établissement, le collège Maurice Utrillo à Paris, dans le 18e. Elle vous dira comment tout cela fonctionne. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Mon invitée du jour mène une triple vie, en tout cas professionnelle. Elle est correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL et autrice de nombreux ouvrages sur la langue française. Je dis autrice, même si je sais qu'elle préfère auteur-eux, mais à l'oral, ça sonne quand même moins bien pour exprimer le féminin. Ces derniers ouvrages viennent de sortir. Chez Vuibert, nous avons Le meilleur des bonbons sur la langue 2, car il y a eu un premier volume. Et puis, nous avons un formidable premier roman photo sur la langue française, Joyeuse faute, F-A-U-T-E-S, bien sûr. C'est pas ici, on est très bon en orthographe. School TV, on l'écrit avec un Q, par exemple. Ce serait du bonheur pour vous. Muriel Gilbert, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas précisé, je le dis maintenant, pardon, que tout ceci est co-signé et illustré par Jean-Christophe Establé. Votre amour de la langue, il est né comment ? Il est né presque à ma naissance, j'ai l'impression. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Mes premiers souvenirs je me souviens faire semblant de savoir lire avant de savoir lire, par exemple. D'accord, vous faisiez comment ? Pour frimer. Je prenais un livre et puis j'essayais de... Vous racontez une histoire alors que si ce n'était pas les bons mots, quoi. Ah oui. J'avais envie qu'on croie que je savais lire, voilà. D'accord. Donc je trouvais ça très très chic avant même de savoir lire et je pense que c'est venu de là déjà et puis de mes grands-parents qui parlaient un patois corrézien. J'avais une grosse curiosité pour essayer de comprendre ce qu'ils disaient. Je pense que ça aussi, ça vous éveille le goût de la langue. Ça a émergé comme ça, jusqu'à en faire votre métier. En France, les querelles sur la langue française, elles sont très politiques. On parle régulièrement d'orthographe, dernièrement d'écriture inclusive. Pourquoi ça a ce caractère incandescent ? Je pense que les Français aiment leur langue, ça c'est quand même le bon côté de la chose. Alors ils ont ce côté justement gaulois, Astérix, j'en sais rien, il faut toujours que ça finisse en bagarre, comme si on ne pouvait pas en parler de manière un petit peu apaisée et sympathique. J'ai participé à quelques débats en Belgique, où d'ailleurs naissent pas mal de débats sur la langue française, où les gens sont quand même beaucoup plus, je sais pas... Gentils, détendus sur le sujet, oui voilà. Nous c'est vrai que ça part tout de suite, ça flambe. Pour avoir assisté au même débat, mais pour le coup au Québec, c'est pas forcément très détendu. Oui, parce qu'il y a une revendication politique. Exactement, il y a une revendication politique derrière le français. Il n'y a rien de plus trompeur, ceci dit, que de vouloir instrumentaliser la langue au nom de l'identité française. Parce que ce que vous racontez dans tous vos bouquins, c'est que c'est une langue, d'abord, qui s'est diffusée énormément dans d'autres langues et que c'est une langue qui a beaucoup accueilli. Bien sûr, et toutes les langues, d'ailleurs, c'est le fait de toutes les langues. Les langues ne s'arrêtent pas aux frontières. Les frontières, ça n'existe pas. En réalité, les frontières sont transparentes. À partir du moment où il y a des échanges entre les pays, à partir du moment où les gens émigrent, se marient entre eux, se font la guerre même, y compris, ou se vendent des objets les uns les autres, eh bien les mots voyagent avec les objets, avec les amours et avec la guerre. Voilà. Il y a une cité internationale de langue française qui vient d'être inaugurée, c'est à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Évidemment, le lieu n'est pas neutre. On va peut-être rappeler pourquoi Villers-Cotterêts. Et oui, c'est l'endroit où François Ier a signé cet édit qui faisait de la langue française la langue officielle, la langue de la loi, on va dire. Voilà. De la loi de l'administration. C'est ça. Les linguistes s'irritent régulièrement des normes dans lesquelles on enferme très souvent la langue. Il y a même un collectif que vous devez connaître, le collectif des linguistes atterrés. On les avait reçus ici. Ils ont publié chez Gallimard un ouvrage, un tract en ce sens. L'idée générale que vous partagez avec eux, c'est celle-là, c'est que les langues, elles ne sont pas figées. C'est l'usage qui décide ou c'est quand même un petit peu l'Académie française quand même? Mais c'est l'ensemble. Alors moi, je ne suis pas une linguiste atterrée et je ne suis pas non plus l'Académie française. Je suis une correctrice. Donc c'est quand même une position un petit peu particulière. Pour moi, la langue, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui doit bouger, qui n'est pas figé. Mais en même temps, j'ai une espèce de respect peut-être bêta pour le dictionnaire, pas celui de l'Académie française parce qu'il prend beaucoup trop de temps, c'est-à-dire il ne suit pas les évolutions de la langue suffisamment rapidement. Mais les dictionnaires usuels, le Larousse, le Robert, je trouve que les gens qui travaillent dans ces institutions-là, qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes choix, c'est intéressant de voir les différences entre le Larousse et le Robert. Et voilà, pour moi, je trouve qu'un certain
les normes aident à ce qu'on parle tous la même langue quand même. C'est ça. Qu'est-ce qui vous amène à modifier des règles? Par exemple, au Monde, est-ce que vous avez un souvenir récent de, tiens, on a changé telle orthographe, tel code, où on a une tolérance pour tel... Beaucoup sur la féminisation. Oui, moi, ça a beaucoup été ça ces dernières années. Je suis correctrice donc, au Monde depuis 15 ou 16 ans. Et dans ce laps de temps, ce que j'ai vu changer le plus, c'est la féminisation de la langue française. Quand je suis arrivée, donc ça fait pas si longtemps que ça, oui, 15 ans. À l'échelle de la langue, on disait Madame le ministre. Ça semble complètement fou aujourd'hui. Ensuite, il y a eu quand même la période où des ministres femmes disaient non, je souhaite que vous écriviez Madame le ministre. Ah oui, et on a encore quelques procureurs, par exemple, femmes, qui souhaitent qu'on dise Madame le procureur. Alors nous, on a décidé justement au Monde, ça fait partie des choses sur lesquelles d'ailleurs toute la rédaction a participé à ce débat, parce que c'était un débat très important et de fond qui n'a pas juste concerné les correcteurs, comme ça peut être quand c'est des petites choses. Là, on a décidé qu'on allait féminiser les noms de métiers et de fonctions, et puis qu'on allait effectivement ne pas appliquer le point médian, comme ça avait été éventuellement proposé. Donc il y a eu un tas de décisions de cet ordre. Sur RTL, puisque vous êtes chroniqueuse sur RTL, les auditeurs vous écrivent extrêmement souvent. C'est important pour vous ce lien direct avec les usagers du quotidien, les usagers de la langue? J'aime beaucoup cette impression d'être devenu le 12. Vous vous souvenez le 12 de quand on était petit, là, on l'appelait les renseignements. Où il y avait une chaîne de télé aussi, c'était SVP 11. On appelait. Oui. Où il y avait le SVP ça me rappelle des choses de Radio France aussi. Voilà. Ouais. En tout cas, j'aime bien effectivement cette impression d'être une espèce de recours où on me pose des questions de toutes sortes et parfois des questions que j'ai oublié de me poser ou que je me posais quand j'étais plus jeune. Et c'est souvent l'occasion pour moi d'aller faire des recherches parce que bien souvent, je n'ai pas la réponse. Donc je vais chercher. Donc on ouvre le Grévis, ça me permet de découvrir plein de choses et des histoires passionnantes. Avec ce livre, je voudrais qu'on se décontracte au sujet de l'orthographe, qu'on se décoince, qu'on se décomplexe, bref, qu'on se relaxe, écrit Muriel Gilbert en intro du 2e volume du meilleur des bonbons sur la langue. C'est le titre de la chronique d'RTL. On se retrouve, Muriel, juste après l'Anti-Sèche avec un grand manieur de la langue française. Allez. Brandon Noiret. Manieur, c'est faiblard. Hein. Ouais. Mais je voulais pas manipulateur quand même. Je dis rien. Mania, pourquoi pas. Mania, je vous le souhaite un jour. Anti-Sèche, aujourd'hui, on revient avec vous sur un des fondamentaux des programmes scolaires dès l'école primaire, le cycle de l'eau. Et on est évidemment en pleine actualité avec cette période de pluie qui s'abat sur tout le territoire. Effectivement. Alors, vu de l'espace, la Terre apparaît toute bleue. Bon, normal. Jusque-là, ça va. 70% de la surface, il y a de l'eau. En réalité, il n'y en a pas tant que ça de l'eau, puisque l'eau ne représente que 0,023% de la masse de la Terre. Nous ne savons pas exactement comment l'eau est arrivée sur notre planète, mais nous savons que depuis 4 milliards d'années, c'est exactement la même eau qui se transforme et circule en permanence sur la Terre. Les scientifiques appellent ça le principe de conservation de la masse. Cela signifie que la planète fonctionne comme un système de recyclage dans lequel tout est constamment recyclé. Ça tourne. Ça tourne, effectivement. Alors, c'est pas la même eau qui tourne. Non, c'est pas la même eau. Si, c'est la même eau qui tourne tout le temps. Oui, elle est recyclée. Oui, elle change d'état. Elle change d'état, effectivement. Voilà. Alors, par exemple, l'eau peut se transformer en glace ou en vapeur, ou elle peut changer d'endroit, par exemple passer d'une rivière à la mer, mais la quantité d'eau qui est sur la Terre ne change jamais. C'est toujours la même eau qui passe d'un réservoir à un autre. Dans le cycle de l'eau, les réservoirs sont donc tous les endroits qui contiennent de l'eau. Le plus grand, à votre avis? Les océans. Les océans, 97,5% d'eau. Après les océans, la plus grande partie de l'eau terrestre est stockée sous forme de glace, soit dans les glaciers ou dans les calottes polaires. À la différence de l'eau de mer, qui, comme chacun le sait, est salée, les glaciers, eux, ne contiennent que très peu de sel. Donc en fait, c'est le principal, et c'est pour ça qu'on en parle autant, c'est le principal réservoir d'eau douce de la planète. Effectivement, à part les océans et les glaciers, on peut stocker de l'eau dans les lacs et les rivières. Ces réservoirs, ce sont les eaux de surface, pour les distinguer d'un autre très important réservoir d'eau, les eaux souterraines. Une partie de l'eau se retrouve aussi au-dessus de nos têtes, c'est dans l'atmosphère. Même si la quantité d'eau dans l'atmosphère est assez faible, elle joue un rôle extrêmement important puisqu'elle nous influence, elle influence la météo, causant évidemment, par exemple, la pluie, comme en ce moment, malheureusement. Oh, il en faut, c'est très très important. Donc. Oh bah alors. Non mais c'est vrai, non mais je veux pas non plus. Alors, il ne faut pas oublier que tout être vivant est composé en grande partie d'eau. Par exemple, notre corps contient 2/3 d'eau, c'est 65% pour un adulte, c'est environ 45 litres pour une personne de 70 kg, donc comme moi. Voilà, 65% d'eau, 45 litres. 55. Oui, c'est ça. Litres d'eau, pas kilos.
Bon, il est de même que pour tous les autres animaux et plantes. Donc on appelle l'ensemble des êtres vivants la biosphère. Et puisque les composants de la biosphère contiennent de l'eau, nous pouvons considérer la biosphère comme un réservoir qui fait partie de son cycle. Donc ce qui veut dire, vous Emmanuel, vous et tous les téléspectateurs et moi-même faisons partie du cycle de l'eau. Lorsque deux réservoirs sont connectés, l'eau peut donc passer de l'un à l'autre. Par exemple, quand le soleil chauffe la Terre ou la surface des océans, l'eau s'évapore. On se souvient tous des petits schémas. Elle monte dans l'atmosphère. Ou alors au contraire, c'est ce que vous venez de dire, quand il pleut, elle redescend. Quand il fait froid. Quand il fait froid, il se peut aussi que l'eau se transforme en neige ou en glace. Elle peut être stockée dans les glaciers. À leur tour, lorsque les glaciers fondent, l'eau qui en découle va alimenter les rivières et les nappes souterraines. Chaque goutte d'eau a sa propre histoire et prend son propre chemin. Alors pour finir, on va réviser ensemble, Emmanuel. Ouais, on va réviser les changements d'état de l'eau. Je sens que vous êtes très joyeux par cette... Alors lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de... Liquéfaction. Non, de fusion, c'est juste après. Oh, c'est pas loin. Bon, c'est la glace évidemment qui fond au printemps. Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, là on parle, oui, de vaporisation. Moi, je fais le mime, moi. Oui, voilà, mais là je pense qu'on a compris, c'est l'exemple parfait. C'est l'eau qui bout ou les vêtements mouillés qui sèchent. Lorsque l'eau passe d'un état solide à un état gazeux, on parle c'est un peu plus technique. Sublimation. C'est beau. On va l'observer notamment en hiver lorsque l'atmosphère est sèche, la neige aussi qui s'évapore sans laisser de flaques. Lorsque l'eau passe d'un état liquide à un état solide, on parle de solidification, tout simplement. C'est l'eau qui gèle sur le lac. Lorsque on passe d'un état gazeux à un état liquide, on parle de condensation. Là, c'est la buée sur les fenêtres, effectivement. Et lorsque l'on passe d'un état gazeux à un état solide, c'est là qu'on parle de liquéfaction. C'est le givre. Trop fort, c'est le givre le matin sur le gazon. Vous aimez bien les quiz alors? On aime bien. Je ne savais pas ça. Tiens, grand oral à Muriel Gilbert. J'ai présenté Muriel Gilbert en disant en début d'émission qu'elle avait une triple vie professionnelle. Moi, j'en ai une double. Et oui, c'est l'émission de tous les aveux, puisque je suis aussi journaliste au Monde. Je dois vous avouer qu'il m'arrive, quand je ne suis pas certain de l'orthographe d'un mot ou d'une tournure, il m'arrive de m'épargner l'ouverture d'un dictionnaire en me disant de toute façon, il y a Muriel et son équipe, ils vont passer derrière. Mais c'est à ça qu'on sert, c'est sûr. Oui. Non, normalement, on est quand même censé vous envoyer des trucs raisonnablement propres. Et voilà. Il y a d'ailleurs un hit parade des fautes les plus courantes quand on est correcteur ou correctrice. Vous savez, les fautes les plus courantes, c'est pour les journalistes, c'est la même chose que pour le commun des mortels, c'est le participe passé en français. L'accord du participe passé avec la voix. C'est compliqué, surtout quand le verbe est pronominal. Voilà, avec les verbes pronominaux, c'est vraiment un cas terrible. Oui. Ouais, je suis d'accord. Normal. Et d'ailleurs, il arrive qu'on soit 3-4 correcteurs à ne pas être d'accord sur l'accord de cette phrase-là. Et il arrive qu'on y passe un certain temps ou qu'on décide de changer la phrase parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pas vrai. Mais si. Extraordinaire. Enfin oui, ça c'est quelque chose que j'ignorais. Il faut que j'aille plus souvent dans la zone des correcteurs et des correctrices. Donc vous aimez les quiz, Brandon? Maintenant. Allez, on y va. À quoi ressemble une eau glauque, puisque vous avez fait le cycle de l'eau? Une eau glauque, une eau avec une couleur un peu particulière. Mais quelle couleur? Glauque verte. Pas mal. C'est pas si mal. Hein. Pas c'est pas si mal. Ça partait mal. Ça partait mal, oui, parce qu'avec la grimace. Ouais, c'est la grimace. Ça partait mal. Ouais, la grimace, c'était pas bien. Glauque, c'est pas dégoûtant, c'est juste cette belle couleur verte. Ah oui, ouais. Ok. C'est vert. C'est du bleu vert. Bien. Et vous pouvez dire à quelqu'un qui vous plaît, vous avez. Mais quand on dit c'est glauque, vous avez des yeux glauques, c'est un beau compliment, c'est bleu vert. C'est parce que le sens est en train d'évoluer. Je pense qu'il est passé d'une eau qu'on trouvait verte au lieu de la trouver complètement transparente. Et c'est un mot qui est en train de changer de sens. Mais nous trois sur le plateau, on a les yeux un peu glauques. En même temps, une eau verte, on a des yeux glauques. Mais non, mais c'est des beaux yeux glauques. Que signifie à l'origine le mot pastis? Alors j'imagine que c'est pas du tout lié à la boisson. Non. À l'origine, non. Non. Pastis, je sais pas. Je l'ai cuidé. Quel pastis? Le département. Je savais pas, moi, du tout. Je savais pas du tout. Quel pastis? Voilà, c'est un mélange. C'est un mélange. Ça vient de la patois, c'est ça? C'est ça, de Marseille, en fait, du sud de la France. Oui, puis c'est le nom qui a été donné à cette boisson au moment où elle a été créée, pour un peu échapper, d'ailleurs, je crois, à la guerre contre l'absinthe. Voilà. Ah, bah oui, la guerre contre l'absinthe. Et donc, c'est un mélange de plein de bonnes plantes. Doit-on dire, Brandon de Muriel, qu'elle a l'air sérieux ou qu'elle a l'air sérieuse? Elle a l'air sérieux. Eh bien, on dira plutôt... Alors, c'est pas faux de dire que j'ai l'air sérieux, mais on dira plutôt que j'ai l'air sérieuse en accordant avec le féminin. En revanche, on est obligé de dire elle a l'air sérieux,
Elle a l'air sérieux d'une femme qui ça que sait je corriger la langue française. Ah oui, voilà. c'est ça. Dès qu'on met un complément derrière, on est obligé d'accorder avec l'air. Autrement, on accorde plutôt avec le genre. Mais il y a de la une personne tolérance dont on quand parle. même. Voilà, Elle a l'air tolérance. sérieux, peut passer. Oh, ça peut passer. Voilà. C'était enfin, Mais moi, j'avais vous auriez compris que pu la dire, bonne elle a réponse l'air c'était les deux. sérieuse. Je voulais chercher le piège. Donc, Oui, voilà. Mais non, mais il ne faut pas, c'est très simple, la langue française. Moyen-Âge, vous mettez un trait d'union ou pas? Parce que c'est vous qui adorez alors non, il n'y a pas de l'histoire. trait d'union au Moyen-Âge. Ah, voilà, il est trop Bravo, fort. bravo, Mais ça, avec il les est questions fort. d'histoire, avec Ah, il est Brandon, on se fait battre à tous les coups. New York, Pas de trait d'union non plus. et un New-Yorkais, Ah oui, par contre, oui, c'est l'habitant. Il est fort, bravo. il est très très fort. J'aimerais vous corriger. Et c'est pas que parce que c'est l'habitant. C'est parce que c'est du français, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors que New York, c'est pas du français. Ah oui, effectivement. Le champagne, vous le sablez ou vous le sabrez? Ah, moi, je le sabre. Champagne. Et si on vous demandait de le sabler? Ah bah, je sais pas faire. Mais si vous savez faire, c'est le boire. C'est le boire. Ah bon, ça, je sais faire. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Et oui, quand c'est même. vrai. Incroyable. Parce que les deux sont valables. Ah oui. on fait Mais pas- sablons ne veulent pas dire Et la même chose. Sabrer, quand même, il faut savoir le faire. Moi, je ne sais très pas. difficile. Je J'ai sais essayé le une fois, sabler c'est- seulement. Oui. Ah, vous le savez, vous? J'ai réussi une fois, mais c'est Ah bah alors. compliqué. J'ai cassé 2 bouteilles avant de réussir. D'accord. On prend les Ça bouteilles coûte bas un prix peu comme cher. ça. Oui, c'est ça. Il faut s'entraîner sur des entrées de gamme. Les haricots ou les haricots? Ah non, les haricots. Attendez. Il est fort. Non, mais attendez, quand même, Et Emmanuel. d'ailleurs, je croyais que la réforme de 90, tout ça, on avait le droit de dire les haricots. Mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui, effectivement, ça s'est dit. Alors, c'est je ça. crois que ça a été publié, si je me souviens bien, dans un bulletin de l'éducation nationale. Et depuis. Qui est ma lecture, ça a moi, fait- ce qui est ah, ma bah, lecture voilà. de chevet, Et moi. ben voilà. Et du coup, ça a fait des petits comme ça. Mais pas du tout, il n'a jamais été question de pouvoir. Le H de haricot est un H aspiré. Et donc, à la différence du H de homme, par exemple, on dit les hommes, mais les haricots. Handicapé, c'est pareil, du coup. Oui, handicapé, c'est pareil. Les... Les handicapés et non les handicapés. C'est un H aspiré. On a ces deux H en français. Hein. Quelle chance. Les oreilles, par contre. Ok, avis à la régie, on va faire un tout petit peu de montage sur les archives, parce que les archives sont sur YouTube. Vous allez m'enlever quelques petites liaisons mal à propos. Un ou une par cas, Ah oui. Ah, bonne question. cette saison-là? Je pense que c'est un. C'est les deux. Ah, c'est les deux. Alors là, on a le choix. Vous avez vu comme je suis gentil? En fait, il y a assez peu de vrais pièges dans mon truc. Ouais. Oh, quand même. Je voulais pas vous attendez. mettre mal. Un après-midi ou une après-midi? C'est les deux, je crois. Moi, Ah, bah voilà. Un après-midi, moi. Mais c'est les deux. Moi Ouais. aussi, je préfère un après-midi, Ouais. mais les deux sont aussi Ouais. valables. Et le Covid ou la Covid? Bah, moi, je disais le, mais en même temps, c'est la. Ouais, voilà. Ouais. Eh bien, c'est les deux. Ah c'est oui. les deux aujourd'hui, c'est-à-dire c'est rentré Mais dans le monde, dictionnaire. Alors, il dans le avait monde, été on dit- décidé de on faire dit le- Covid, mais voilà. parce que dans un journal, on essaie d'avoir ce qu'on appelle une marche, c'est-à-dire d'écrire les choses toujours de la même façon. Donc pour Covid, on a décidé que ce serait c'est ce qui avait été fait dès le départ, et on a considéré que c'était l'usage. C'est ça. Et à peu près 80% des Français disent le Covid, donc on dit le Covid. Mais vous receviez, enfin moi j'ai vu passer des mails de Ah, des gens lectrices qui et de lecteurs à un moment qui disaient mais non, il faut dire là, vous n'avez ne vous ne savez pas de quoi respectez vous parlez. Vous ne respectez pas ce qu'a décidé l'Académie française, etc. C'est ça. De quel droit? Qui n'avait pas dit grand chose, j'imagine, à l'époque. Elle a décidé surtout trop tard. Oui, Après, oui c'est l'Académie française en même temps. Oui. Un bonbon sur la langue, c'est le titre de sa chronique sur RTL. Elle vous en livre le meilleur dans ce deuxième recueil. Il y en a donc eu un premier. Je dis deuxième et pas second parce qu'il y aura peut-être un deuxième qui vient de sortir chez Vuibert. Et puis il y a également Joyeuse faute, le premier roman photo de l'orthographe Muriel Gilbert. C'est juste hilarant. Il y a un tas de situations de vie et c'est un vrai. Là, je parle pour le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est du vrai roman photo comme on a connu quand on était jeune et que on lisait les journaux et les romans photos. On retrouve Muriel juste après la récré, mon nonne. Brandon, la récré aujourd'hui autour de ce livre qui vient de sortir aux éditions Héloïse d'Ormesson et qui est le livre du prix Clara 2023. Oui, pour Clara, nouvelle d'ado. Dans ce titre, alors, évidemment, il y a un prénom. C'est Clara, une jeune fille qui est décédée à l'âge de 13 ans, subitement, une maladie cardiaque en 2006. Et l'année d'après, elle aimait lire, elle aimait écrire. On lui a décerné un prix, créé ce prix en 2007 pour lui rendre hommage à cette jeune fille. Chaque année, il y a environ 500 petites jeunes filles qui participent de moins de 18 ans. Non, de garçons aussi. Garçons, oui, pourquoi Des que des filles. filles étonnant, oui. Je pensais que les filles écrivent plus que les garçons. Effectivement. Mais Alors l'an dernier, c'était 350 filles pour un peu moins de garçons, 150. Donc oui, c'est beaucoup plus de filles, mais c'est ouvert à tout le monde. Cette année, seulement une poignée a réussi à remporter, à participer à ce concours. et on a la raison de votre petite erreur. C'est Oui. que les lauréats sont des lauréates. Oui, voilà exactement. À 100%. Que des femmes Voilà. cette année. Alors ce n'est pas c'est totalement un hasard. Elles écrivent mieux tout simplement. Et donc 100% féminin. Là, c'est ce qui est intéressant. Là, donc on a chaque petite fille, jeune fille a écrit une nouvelle. On a toujours un préambule. C'est ça qui est très intéressant dans ce livre, qui explique aussi la raison pour laquelle elle s'est lancée dans l'écriture. On en apprend aussi sur sa vie, sur son goût pour la littérature. Il y a énormément de talent
on dirait pas comme ça, mais souvent ce sont des collégiennes et des lycéennes. C'est extrêmement bien écrit. Vraiment, on n'a rien à envier à des écrivaines d'aujourd'hui. Ça raconte l'adolescence, j'imagine. Oui, ça raconte l'adolescence. C'est souvent sur un thème qui les touche personnellement, une partie de leur vie, une actualité aussi. Ça peut être le féminisme, l'engagement, les différentes actualités un peu partout. Un jury très prestigieux. Oui, très prestigieux. Et le président de l'Académie, c'est Éric Orsena, oui. évidemment. Donc oui, on est entouré de beaucoup de personnalités. Les bénéfices du livre, ça c'est très intéressant parce que seront reversés à l'Association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte de l'hôpital Necker des enfants malades. C'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Et le 15 novembre. Oui, on peut les rencontrer demain, les lauréates, pour voilà, un débat autour d'un thème. Ce sera l'écriture, échanger avec elles. Donc n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Ça se passe dans le 6e arrondissement de Paris, à la librairie Chante-Livre, à partir de 15h30. Et ça vient de sortir, c'est très bien écrit. Donc on vous conseille fortement sur School TV ce petit chef-d'œuvre version 2023. Bien corrigé apparemment, je ne vois pas non plus de faute de français ou de grammaire. Non, c'est très bien écrit et on vous conseille parce que il y a du fond et de la forme. Brandon, merci beaucoup pour Clara, nouvelle d'ado, cette jeune plume singulière qui nous bouleverse par leur talent. Coédition Fleurus. Héloïse d'Ormesson, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Grand oral, Muriel Gilbert. Vous voulez apprendre ou réviser l'orthographe avec le sourire, vous lisez les livres de Muriel Gilbert. Elle en a publié une douzaine, dont chez Vuibert, Le meilleur des bonbons sur la langue 2, qui vient de sortir, et aux éditions Le Robert, Joyeuse faute, le premier roman photo de l'orthographe. Tout ceci co-signé par et illustré également par Jean-Christophe Establé. Les enfants, les jeunes, Brandon en parlait à l'instant, ils inventent des mots, des tournures. Parfois, on s'en inquiète, notamment quand on voit ce qui se passe sur les téléphones. Vous, votre observation et votre conviction, c'est qu'ils maîtrisent très bien les registres de langue. Il ne faut pas s'affoler. Voilà, ils maîtrisent, en tout cas pour certains d'entre eux, je pense qu'il y en a pour lesquels il y a vraiment un problème, mais en tout cas, avoir plusieurs registres de langue, c'est pas un problème du tout. Que le langage de la cour de récré ne soit pas le même que celui qu'on a en classe. Ils le savent. Mais c'est tout à fait, on est tous bilingues en fait. La façon dont je suis en train de parler avec vous là, aujourd'hui, tout de suite, parce que je suis au micro, je fais un petit peu attention à la façon dont je parle. Mais si j'étais en train de boire un verre ou de manger une pizza. Oui, alors avec je n'ai des pas amis, parlé de vous à la machine à café, mais c'était une catastrophe. C'est ça. Et après les dictées que vous organisez, par exemple, au Festival de journalistes de couture, c'est l'horreur. Effectivement. Ou quand je parle avec mon chien, ou quand je parle avec mon petit-fils, j'ai différents registres de langue. Et on a tous ça à notre... on a tous cette ressource, si vous voulez. Donc, avoir un langage SMS, par exemple, mais pourquoi pas? C'est créatif. Ça peut être tout à fait créatif. Il faut juste savoir s'abstenir d'utiliser ce langage SMS quand on vous demande d'écrire une dissertation. Voilà. On l'a dit, le français se nourrit des autres langues, il les nourrit en retour. Il y a des mots, j'ai découvert en vous lisant, qui font l'aller-retour. Je pense à flirt. Oui, flirt, ben oui. J'aurais pu mettre ça dans le quiz. Mais oui, c'est compter fleurette. Hein. Oui, ça, je savais. Ah bon, alors. C'est parti en Angleterre et puis ça nous revient sous la forme de flirter. Voilà, mais au départ, ça part de France. Oui, tout à fait. Mais il y a quasiment 70% des mots anglais qui sont des mots originaires de France. Hein. Et c'est ça que vous nous expliquez. De l'époque de Guillaume Nous, on se plaint du franglais, mais Ouais. en fait, les Anglais pourraient se plaindre du je ne sais quoi, du French, du Frenchlish ou j'en sais rien. Oui, tout à fait. Alors, ils sont peut-être moins... nous, on est quand même très, très sensibles sur ce sujet-là. J'ai l'impression qu'ils ont été beaucoup moins outrés de l'invasion du français par Guillaume le Conquérant, hein, par les troupes de Guillaume le Conquérant, en fait, au Moyen-Âge, finalement. Tout ça remonte extrêmement loin. La base en français, ça reste le latin. Vous dites Et oui. entre 40 et 80% des mots qu'on utilise. D'ailleurs, pourquoi entre 40 et 80 ? Parce que ça fait Parce que c'est difficile à dire, mais Ouais. il y a des mots qui sont originaires du latin, qui sont restés, naturellement dans la langue française depuis les invasions romaines. Et puis, il y a d'autres mots qu'on est allé rechercher un petit peu artificiellement dans le latin, des mots un peu plus scientifiques, etc. Donc, des mots, par exemple, les mots des plantes, les noms des plantes, les géraniums, tout ça. C'est des mots, vous avez des mots latins qui sont des mots qui sont arrivés plus tard. Donc, est-ce que c'est vraiment du latin ou est-ce que c'est du franco-latin, on ne sait pas trop. Voilà. Dernière réforme en date de l'orthographe, c'était 1990. Ouais. On a l'impression qu'elle n'est pas vraiment rentrée dans les mœurs. Il y a quand même des choses qui sont entrées dans les mœurs, notamment, par exemple, il était proposé dans cette réforme qu'on soude un peu plus les mots carrés. Ouais. Et ben, Qu'on supprime un certain nombre de traits d'union. Ouais. Alors, au monde, on écrit mini-jupe en un seul mot.
Voilà, c'est ce qui ne se faisait pas avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Alors, je m'en étais pas rendu compte, vous n'avez pas fait d'article avec le mot mini-jupe récemment. C'est ça, vous devriez. Mais je devrais. Non, voilà, c'est vrai que la plupart des modifications qui ont été proposées ne sont pas entrées vraiment en usage. Et parfois, les Français préfèrent la forme compliquée. On leur donne le choix sur le lisse. Oui, et ils préfèrent avec un Y. C'est ce que j'ai appris en lisant. Moi, je les comprends. Eh oui. Moi aussi, c'est un sondage effectivement qui avait été organisé et où effectivement les Français s'étaient prononcés pour le lisse avec un Y alors que la réforme permet de l'écrire avec un I. Mais c'est vrai que lisse avec un I, c'est en dehors du fait qu'on est content d'utiliser de temps en temps le Y qui est très joli et peu usité, mais lisse avec un I, ça ressemble aussi au verbe lire. Et pour la clé avec EF ou E. Et voilà, pareil. la clé avec EF, il y a quand même un charme d'avoir ce F. Voilà. Mais c'est bien d'avoir le choix. Je trouve qu'aussi avoir le choix, pas mal du tout. Je crois que quand je suis pressée, je vais mettre un « et » quand je tape au clavier. Puis peut-être quand j'ai envie de profiter de la langue. Faire Madame Gilbert. F, voilà. Chroniqueuse sur RTL et correctrice au Monde, là. Ouais, ça a l'air plus poétique. On met du F et du Y. Vous restez avec nous, on va parler de lecture. On n'est pas très très loin de vos sujets, puisque l'objectif de tout ça, c'est aussi que les gens lisent et lisent bien. Brandon, merci beaucoup. Merci, Manu. Et parler de lecture, on va le faire avec Amélie Paris dans les années collège. C'est maintenant. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse sur School TV, journaliste et professeur documentaliste. Je devrais peut-être le dire dans l'autre sens maintenant, je vais m'énerver le temps que ça vous prend. Au collège Maurice Utrio, c'est à Paris, dans le 18e. Vous menez énormément d'actions pour encourager les élèves à la pratique de la lecture. Et parmi ces actions, la mise en place d'un temps commun de lecture. Ça existe déjà sous d'autres formes. Oui. On s'est inspiré. On n'a rien inventé. Donc on s'est inspiré du travail de l'association Silence on lit, dont le but est de remettre la lecture au cœur du quotidien. Alors l'idée est née en Turquie, à Ankara, dans un lycée d'Ankara, en 2001, donc il y a plus de 20 ans. Et c'est suite au succès de cette expérience que l'association Silence on lit a été créée par Daniel Salnave de l'Académie française, par la directrice du lycée d'Ankara et par l'écrivain et cinéaste Olivier Delahaye. Et aujourd'hui, beaucoup d'établissements ont mis en place ce temps de lecture. Vous l'avez quand même rebaptisé, ce n'est pas Silence on lit, mais... Oui, nous c'est Chut, je lis. Alors ce sont les élèves qui ont choisi cette expression. Donc c'est un temps de lecture commun à tous. Alors quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est pas uniquement les enseignants et les élèves, mais c'est aussi le personnel de direction, les agents d'entretien, le personnel administratif, les assistants d'éducation, le personnel médico-social, les CPE, vraiment tout le monde. Vous faites ça à quel moment ? Alors comme en Turquie, on fait ça juste après la pause méridienne où après, les élèves ont eu le temps de manger, parler, courir. Ils sont parfois un peu énervés et donc ça permet un temps calme avant de reprendre les cours. Et on lit quoi, des livres forcément ? Alors non, nous on a décidé de ne pas lire forcément des fictions. Contrairement au modèle proposé à Ankara, les élèves peuvent lire des magazines, ils peuvent lire sur leur tablette, ils peuvent lire des documentaires, même si on privilégie quand même les fictions. Alors parce qu'on veut vraiment que les élèves sentent qu'ils sont libres. Si on commence à les restreindre, à les contraindre, ils vont pas la liberté. avoir envie de le faire. Oui, on est dans la liberté. Chut, je lis, pas de lecture haute voix alors ? Mais si, ça s'appelle Chut, je lis, mais en tout cas moi j'encourage beaucoup les enseignants à faire des lectures à voix haute, parce que même au collège, même au lycée, même quand on est adulte, on aime toujours qu'on nous lise des histoires. Les bénéfices alors de ce dispositif ? Eh bien beaucoup, on le sait. Alors il va renforcer la concentration, il contribue à l'amélioration de l'expression orale et écrite. Il développe la lecture plaisir, donc des élèves qui n'étaient pas forcément lecteurs vont devenir des lecteurs. C'est un vrai temps de partage qui renforce l'appartenance à une communauté avec des règles collectives, donc il a un rôle très important au niveau du climat scolaire. Et la lecture a évidemment beaucoup de vertus, donc c'est très positif et j'encourage les établissements qui ne l'ont pas mis en place à le faire. Si on dézoome, Amélie, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, encourageait les établissements justement à banaliser ce temps de lecture. Vous avez les chiffres généraux, je crois qu'il y a une enquête du CNL. Exactement, donc du Conseil national du livre, mené en mars 2022, où un élève sur 5 affirme ne pas lire du tout. Et ils sont même 16% des 7-25 ans à déclarer détester lire. Donc il y a un vrai décrochage de la lecture à partir de 13 ans. C'est chez vous ça. C'est âge de 4e. Voilà. Les garçons lisent moins que les filles. On passe de 89% des lecteurs chez les 10-12 ans à 68% chez les 13-15 ans. Et donc moi je le vérifie tous les jours au CDI, puisque les élèves
élèves ne viennent plus au CDI à partir de la 4e, beaucoup moins. Ils préfèrent faire autre chose dans la cour de récréation. On se demande quoi? C'est pas catastrophique non plus. Non, tout n'est pas catastrophique. 48% des ados lisent pour se faire plaisir. Ils sont entre 7 et 19 ans, ils sont 55% à préférer les bandes dessinées, mais à partir de 20 ans, ce sera les romans qu'ils préféreront. Et ils sont 83% de ceux qui utilisent le pass culture à l'utiliser pour la lecture. Alors, on ne connaît pas la part des mangas qui doit être importante. En tout cas, elle est chez vous, puisque régulièrement, vous nous faites partager les chiffres du logiciel qui ne ment pas. Non, les élèves adorent les mangas et le pass culture a été rebaptisé le pass manga par les libraires tellement il a boosté ses ventes. Dernière question, la lecture sur les écrans, vous encouragez, vous découragez? Moi, j'encourage. C'est de la lecture. C'est de la lecture, je l'encourage. Alors évidemment, on est nombreux, les parents en tout cas, dire à leurs enfants, lâche ton écran et lis un livre. Mais donc, il faut savoir que le temps de lecture, évidemment, est inférieur au temps passé sur les écrans. 3h14 de lecture par semaine contre 3h50, dont 2h50 sur Internet par jour. Et souvent, pendant leur temps de lecture, les ados font autre chose. Ils envoient des messages, ils regardent des vidéos, ils vont sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier quand même que le livre numérique se développe et les plateformes d'histoire en ligne comme Wattpad aussi. Donc les écrans et la lecture ne sont pas forcément ennemis. Génial. J'ai 2 nouveaux bouquins pour le CDI. Celui-là, en plus, on l'a en double. Alors, je veux bien vous l'offrir. De Muriel Gibert, le meilleur des bonbons sur la langue 2. Je pense que ça peut énormément plaire à vos élèves. Merci. Et puis, ils ont le droit, quand ils ne regardent pas School TV, d'écouter RTL. C'est le week-end, c'est ça? C'est le week-end. Et puis, c'est évidemment en podcast. On retrouve absolument toutes les archives. On ne veut pas se lever trop tôt, parce que le week-end, à 8h moins 10. Et ça, ce sera plutôt pour vous, parce que je pense que ça peut m'amuser les jeunes aussi. C'est ce super roman photo qui est, lui, sorti aux éditions Le Robert. Merci beaucoup. Bravo pour ce temps partagé de lecture. C'est quand même quelque chose d'absolument formidable. Muriel, merci beaucoup. Je vais trouver un article où écrire mini-jupe là, dans mon autre vie, puisque j'en ai plusieurs. Ouais. Merci également à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Morgane Brunet, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est également en régie, avec au son Mickaël Fristo, à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.